Alors bonsoir à tous. Désolé pour le retard, hein, et j'ai eu un contretemps et j'ai pas pu me connecter à l'heure prévue. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, je suis là et on va aller un peu plus vite pour permettre que à ceux qui sont fatigués, peut-être qu'on puisse se reposer. Bonsoir à Lucille, bonsoir à Joseph, bonsoir Diallo, bonsoir Derek, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans ce live comme d'habitude tous les dimanches. Dans ce soir, euh, on va parler de la procédure et je dois répondre à vos questions. Non, avant de répondre à vos questions, je dois vous dire pourquoi la procédure sera difficile ou alors pourquoi la procédure doit de plus en plus devenir compliquée. Donc, c'est très important de comprendre parce que le mécanisme ou alors les différentes étapes de la procédure ne se suivent plus comme dans le passé. Et c'est ça qui va rendre la procédure plus difficile ou alors plus délicate. Donc, il est important euh, de vraiment comprendre cela pour ceux qui vont vraiment entamer les démarches cette année et qui vont aller jusqu'au bout. Donc, je le dis et je pense que ce live-ci doit être vraiment un live spécial. Pourquoi? Parce que je dois vraiment vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Parce que celui qui comprend ce que je vais dire ici, euh, il aura moins de difficultés à avancer dans sa procédure. Donc, commençons par le début. Il y a de cela quelques années, lorsqu'on entamait des démarches, euh, on commençait bien évidemment par l'équivalence. Ensuite, on trouvait une inscription dans une école en Belgique et une fois qu'on avait l'inscription, on introduisait sa demande de visa. Et là, c'était vraiment parfait parce que les différentes étapes je vais dire quoi, ça se suivait. Donc vraiment, il n'y avait pas assez de lenteur dans les démarches. Mais maintenant, c'est plus le cas. Ça, c'est le premier facteur qui fait que la procédure doit être compliquée. D'ailleurs, depuis le Covid-19, avec les lenteurs administratives, donc de plus en plus, la démarche, par exemple, lorsqu'on introduit une demande d'équivalence, il y a de fortes chances qu'au moment où l'étudiant souhaite introduire sa demande d'admission, déjà, les documents envoyés au service des équivalences soit encore au service des équivalences. Parfois, on n'a pas encore une réponse du service des équivalences, même si c'est pas un problème pour chercher une admission, parce que avec juste la preuve que votre demande d'équivalence a été introduite, vous pouvez, euh, vous pouvez introduire une demande d'admission. Donc, ça, c'est le premier facteur, c'est que il y a de plus en plus des lenteurs dans la procédure, ce qui bloque. Ce qui fait que, comme j'expliquais, tu introduis ton équivalence. Parfois, pour ceux qui envoient les originaux au service des équivalences, si au préalable, vous n'avez pas fait certaines démarches, par exemple, comme établir son passeport à la base, si vous n'avez pas peut-être scanné vos documents pour avoir des versions numériques, il y a de fortes chances qu'au moment de l'admission, que vous ayez vos documents au service des équivalences qui bloquent et qui vous empêchent de poursuivre dans les démarches. Donc ça, il faut comprendre et c'est ce qui rend de prime abord la procédure difficile. La deuxième chose, c'est que depuis, en fait, il y a eu un conseil ministériel et à partir de l'année prochaine, la rentrée académique en Belgique se fera en août, donc en fin août. Donc, on rapproche la rentrée académique en Belgique en fin août. Ce qui veut dire que si un étudiant veut être en Belgique pour pouvoir commencer les cours normalement comme tout le monde, il faudrait qu'il ait son visa au plus tard en mi-août pour être en Belgique. Ce qui est extrêmement difficile au regard de ce que je vous expliquais. Donc, s'il y a des lenteurs, forcément, ça prend plus de temps. Et il y a de fortes chances qu'en ce moment-là, beaucoup de gens n'aient pas obtenu leur visa. Alors, cette rentrée comme en août, alors qu'avant c'était en mi-septembre, ça doit mettre beaucoup de pression et ça risque de causer préjudice aux personnes qui vont vouloir introduire euh, une demande, que ce soit une demande d'admission, que ce soit une demande de visa. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est au niveau des dérogations. L'Office des étrangers a décidé, bref, dans le passé,
on pouvait avoir une dérogation auprès d'une université ou d'une haute école jusque fin octobre. Donc, l'établissement pouvait te faire une dérogation pour te dire, bon, voilà, tu as le droit de venir, d'être sur le territoire au plus tard le 30 octobre. Maintenant, c'est plus le cas. Euh, L'Office des étrangers en fait, a rapproché ou alors raccourci et désormais, l'étudiant a eu au plus tard le 30 septembre pour être sur le territoire. Donc, il n'y a plus de dérogation parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu des dérogations cette année. Mais malheureusement, la plupart des établissements ont fait comprendre que non. La directive de l'Office des étrangers ne leur permettait pas de donner une dérogation au-delà du 30 septembre. Donc, vous voyez on a encore parti sur un raccourci d'un mois. Et c'est important de comprendre cela parce que si de toute façon, ce que je veux dire, c'est que cette année, c'est la première année où on doit vraiment observer pour, pour mieux expliquer, est-ce que cette année, après le 30 septembre, il y a des étudiants qui sont encore venus pour des études ou alors il y a eu beaucoup de refus de visa après le 30 septembre. Dans les années antérieures, on atteignait le 31 octobre, lorsque le 31 octobre était passé, la plupart des demandes de visa, la plupart, on adressait des refus parce ils appellent ça dépôt tardif. Donc, le délai qui est de 3 mois pour le traitement du demande de visa, lorsque c'est pas encore expiré, l'Office des étrangers, ils prennent tout le temps et du coup, si tu introduis ta demande peut-être en septembre et qu'ils vont prendre 3 mois, ça veut dire forcément tomber en novembre. Donc, du coup, en ce moment-là, on t'adresse un refus à ta demande de visa. C'est vraiment important de pouvoir comprendre parce que tous ces mécanismes-là font de telle sorte que la procédure devient compliquée et difficile. C'est pourquoi vraiment je prends la peine de vous expliquer. Maintenant, comment donc s'en sortir dans cette situation? La première chose, c'est de s'y prendre tôt. Donc, il faut faire des choses, les démarches assez tôt. Il y en a qui sont les champions de la dernière minute, donc ils attendent toujours la dernière minute pour entamer les démarches. Donc ça, c'est l'erreur qu'il faut surtout pas commettre. La deuxième chose, c'est de respecter les consignes et être à l'affût des informations parce que nous sommes à l'ère de l'information. Donc une information que tu es censé l'avoir lundi, si tu n'as pas cette information-là lundi, que tu as besoin l'information mardi, il y a de fortes chances que mardi, l'information-là ne te sert plus à rien. Surtout que la Belgique, en un an, a tellement pris des résolutions en ce qui concerne les démarches pour venir étudier en Belgique que si quelqu'un il veut dire quoi, n'intègre pas cela dans sa démarche, dans le processus des démarches, il risque de passer à côté. En 2022, donc cette année, la Belgique a revu les critères du garant 2 fois, donc en mars et en mai. Donc, je pense que c'est même 3 fois. Si je ne me trompe pas, ça va être 3 fois. Donc, en un an, ils ont modifié les critères dont doit disposer le garant 3 fois en une année. Donc, tu t'imagines que tu as eu l'information en janvier, voilà, le garant doit avoir tel montant. Tu étais content de ça, tu n'es pas allé chercher, en fait, tu n'es pas resté à jour. En mars, on te dit non, en mars, on te dit le garant ne doit plus avoir ce montant-là, il doit plutôt avoir tel autre montant. Et tu t'arrêtes à ce niveau-là. Mais en mai, il ressort une autre loi pour dire non, le garant ne va pas avoir. Donc, vous voyez qu'il faut avoir, donc, s'y prendre tôt, aller à la source de l'information, tout pour être à l'affût de l'information, pour ne rien manquer. C'est très important. Ces deux choses-là vont vraiment vous permettre d'éviter de passer à côté de vos procédures. Vraiment, c'était important que je parle de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté quand je postais que ce soit sur mes statuts, que ce soit sur la page Facebook. Il y en a qui m'écrivent pour dire, mais pourquoi est-ce que tu nous fais comprendre que la procédure doit être difficile, etc. Voilà donc pourquoi j'ai pris la peine dans ce live de vous expliquer pourquoi la procédure sera de plus en plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas le visa, mais non. Au contraire, c'est quand ça devient difficile comme ça qu'on saura vraiment quelles sont ces personnes qui sont déterminées à voyager pour des études en Belgique.
Ça, j'insiste là-dessus. Donc, c'est parce que la procédure, de toutes les façons, rien n'est facile. Il suffit juste d'avoir la détermination et de se donner à fond pour son projet. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas la procédure, je tiens à vous rappeler que il y a mon guide complet, qui est un programme d'accompagnement autour d'une série de vidéos qui vous explique ce qu'il faut faire de vous-même, étape par étape, jusqu'à l'obtention de votre visa. C'est très important. Donc, le guide est disponible en ligne, vous pouvez l'acheter directement en ligne et avoir accès. Le paiement est possible. Et je pense qu'il y a presque tous les modes de paiement possibles, peu importe votre pays. Donc, carte de crédit, PayPal, Mobile Money, Orange Money, etc. Airtel Money, Move Money. Bref, et pour ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp ou même sur Telegram, vous pouvez me laisser le message. Ça, je vais vous répondre. Maintenant, pour ceux qui veulent être assistés, en fait, qui veulent un accompagnement personnalisé, contactez-moi également et on va discuter de votre projet de voyage. On va essayer de discuter de la faisabilité et on va mettre ensemble sur pied des astuces pour que vous puissiez réussir votre projet de voyage. Donc, comme je disais, je ne veux pas être long. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Donc, maintenant, si vous avez des questions, pourquoi pas, comme tous les dimanches, je me ferai le plaisir de répondre à vos questions. Donc, si quelqu'un a une question, il suffit juste de lever la main, cliquer sur parler et je vais vous donner accès. Si vous avez une question, pourquoi pas, ça va me permettre de répondre et c'est la réponse que je vais apporter forcément peut intéresser tous ceux qui nous suivent tous les dimanches. De toute façon, le live est publié également sur la chaîne YouTube et vous pouvez réécouter là-bas. Est-ce que vous avez des questions? Et je vois qu'il y a Yacine qui s'est connecté. Bonsoir, il y a Donald, il y a Thibaut, Anne-Désiré. Bonsoir à tous. Est-ce que quelqu'un a une question particulière en ce qui concerne la procédure? Ok, je vais donner la parole à Maël. Ok, autorisé à parler. Il faut juste activer le micro, Maël. Bonsoir. Faut activer le micro pour parler, sinon on ne t'écoute pas. Salut à Yvan, hein. Salut Yvan. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Maël. Si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Ok, oui, ma question est celle de savoir si les dérogations sur les hautes écoles offrent la même durée de dérogation que les universités. Cette année, oui. Cette année, oui. Donc, les dérogations, c'est jusqu'au 30 septembre. Que ce soit pour les universités comme pour les hautes écoles. C'est une directive. C'est l'Office des étrangers qui a décidé ainsi cette année. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des écoles où la dérogation, forcément, peut être en fin août. Lorsqu'il s'agit de venir présenter un examen, un test d'admission, euh, parfois la dérogation est plus courte que les autres. Donc, par contre, ceux du 30 septembre, c'est ceux qui viennent pour une inscription directement, donc ils vont pas faire un examen d'admission et tout. Donc, ça, c'est différent. Je vous suis, merci bien. Et je t'en prie, Derek. Bonne soirée, hein. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. D'accord, merci. Ok, Thibaut. Thibaut demande la parole. Alors, il faut activer le micro pour parler, hein. Oui, alors? Oui, bonsoir, bonsoir Thibaut. Thibaut m'appelle du Bénin. Je vous appelle depuis le Bénin. Ah, ok. Bonsoir. Oui. Ok, Oui. on t'écoute. Ok. Ma question est de savoir par rapport à la demande d'admission en ce qui concerne le critère de sélection de moyenne.
lequel entre l'université et la haute école est plus flexible? Ah, ok, ouais, ça c'est une bonne préoccupation. Je pense que beaucoup de gens souvent me posent cette question. Donc, maintenant pour ce qui est des critères, au niveau de la moyenne, donc déjà je tiens à préciser que dans le passé, ce critère n'était pas, on ne mettait pas l'œil sur ce critère-là, mais de plus en plus, ça fait 2, 3 ans maintenant que la plupart des universités ou autres écoles vraiment regardent. Donc, si l'étudiant n'a pas la moyenne requise, le dossier doit être le plus souvent rejeté. Maintenant, à l'université, les universités exigent 13 de moyenne au bac. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent entrer dans le cycle bachelier ou licence, comme ça s'appelle, donc première, deuxième ou troisième année. Il faut avoir minimum 13 de moyenne au bac et avoir 12 dans les moyennes de, comment on appelle ça, dans les matières de premier groupe. Donc, par exemple, pour quelqu'un qui fait, par exemple, des filières scientifiques, tu dois avoir une moyenne de 13 sur 20 au bac. Et dans les matières de premier groupe, qui le plus souvent c'est mathématiques, physique, chimie, tu dois également avoir pour l'ensemble de ces matières-là une moyenne de 12 sur 20. Ça, c'est le critère dans les universités et de plus en plus, je tiens à rappeler que de plus en plus, les universités, ça, ils ne s'amusent pas avec. Et maintenant, pour ceux qui viennent pour des masters, donc pour quelqu'un qui vient pour des études en master, ça aussi, ils regardent les notes que l'étudiant a eues de la première année jusqu'à licence, jusqu'au master 1. Donc, le plus souvent, il y a des dossiers qui sont rejetés parce que durant le parcours de l'étudiant, il n'avait pas de bonnes notes. Donc, ils veulent que l'étudiant ait minimum 12. Donc, ça sont des critères qui, à partir des 12, le dossier semble bon pour eux, mais ça ne veut pas dire que les 10, les 11, ça ne passe pas. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Le jury, parfois, doit juger en fonction des matières que l'étudiant a fait, en fonction du parcours. Donc, toujours est-il que tout le monde a sa chance. Mais il dit, ceux qui ont plus de chance, c'est ceux qui ont vraiment des bonnes notes dans le parcours. Maintenant, pour les hautes écoles exigent une moyenne de 12 sur 20. Bon, ce n'est pas toutes les hautes écoles, mais la plupart exigent 12 sur 20 au bac. Donc, il faudrait que l'étudiant ait minimum 12 sur 20. Et par contre, maintenant, dans les hautes écoles, bon, ils ne sont pas assez sévères comme à l'université. Donc, jusqu'à nos jours, il y a quand même des étudiants qui, avec 10, 11 de moyenne, ils ont des admissions dans des hautes écoles. Les hautes écoles restent encore plus souples que les universités pour ce qui est de la moyenne. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Thibaut. Vraiment, je suis satisfait. C'est bon. Ah, ok. Ok, super. Merci. Ok, je t'en prie. N'hésite pas, si tu as d'autres questions, à revenir. Ok. Donc, bonsoir, on est là. Il y a qui d'autre? Qui d'autre a une question? Et je ne sais pas quelle heure il est. Depuis que vous m'écoutez. C'est vrai qu'ici en Belgique, on est à 22h46 ici. Ok, Maël revient. On va reprendre Maël. Si c'est lui qui a inspiré ce soir, pourquoi pas? Oui, Maël. Maël nous appelait encore d'où là? Je ne me rappelle plus. Maël, c'est depuis où que tu appelles? Pardon? Depuis le Cameroun. Ah, ok. D'accord, Maël. Oui, je t'écoute, dis-moi. Bon, j'aimerais savoir si les dons, genre les visas sont plus favorables pour les universités par rapport aux hautes écoles. Aïe, très bonne question. Ça, je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça, parce que si on dit souvent qu'au Cameroun, là, si je t'explique et que tu dis que tu as compris ce qui était mal expliqué, parce que c'est quand même très compliqué, c'est délicat, tu vois. Bon, je le dis pourquoi, parce que il y a des gens qui ont des admissions à l'université, mais on leur refuse quand même le visa. Il y en a qui ont des admissions dans des hautes écoles, on leur refuse quand même le visa, tu vois. Donc,
ce n'est vraiment pas, ce n'est pas l'école qui détermine si tu auras le visa ou pas. Par contre, c'est ton projet de voyage. Si c'est convaincant, oui. Donc, ce n'est pas parce que tu as eu l'admission peut-être à l'université, dans une grande université en Belgique, que le visa est garanti. Mais non. Si maintenant, lors de ton entretien, tu ne défends pas bien ton projet, si ta demande de visa, ton formulaire de motivation n'est pas assez soutenu, oui, c'est possible que tu n'aies pas le visa. Donc, parce qu'il y a des écoles privées, bien que ce sont des écoles qui coûtent cher et que dont le diplôme n'est même pas reconnu en Belgique, il y en a qui ont des admissions dans les écoles privées et qui ont le visa. Par contre, quelqu'un qui a l'admission à l'université va se dire non, bon, comme lui, il a eu l'admission dans une école privée, j'ai plus de chances. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Donc, pour ma part, c'est une question vraiment euh, qui est un peu qui est complexe, tu vois. Et je vais encore prendre un cas similaire. Il y a deux étudiants qui ont eu l'inscription dans, je vais dire quoi, la même université, dans la même filière. Ils ont eu le même parcours au pays. Il y a une personne qui a eu le visa, l'autre on a refusé. Donc, le motif, on attend encore le motif, mais je ne sais pas comment expliquer. D'office, ça ne pouvait pas être le garant parce que le garant a été solvable. On se pose encore la question, comment est-ce que tu expliques ça? Et donc, ce n'est vraiment pas une science exacte, hein. Donc, pour ma part, le plus important, c'est de défendre son projet académique, son projet de voyage. Pourquoi tu veux venir en Belgique? Pourquoi tu as choisi cette filière? Quels sont les débouchés? Qu'est-ce qui te motive? Maintenant, aussi en fonction du parcours, parce que ils regardent aussi tout ça. Pour quelqu'un qui peut-être a eu le bac, ça fait 10 ans, par exemple, et qui veut venir en Belgique refaire la première année, ça, c'est quand même compliqué. Et donc, ils regardent tout ça. C'est pas l'école vraiment c'est pas l'école qui détermine si tu auras le visa ou pas. Je ne sais pas si ça répond à ta question, hein. Je ne sais pas si c'est. Ah, je vois, Tu dis? oui, je vois. Ça veut dire que ça veut dire les hautes écoles comme les universités ont les mêmes probabilités d'avoir le visa. Oui, oui. Je peux dire oui. C'est les mêmes probabilités, oui. Les mêmes probabilités. D'accord, merci. Donc, ouais, je t'en prie. Ok. Ok, on va prendre Joseph. Allez, Joseph, tu as la parole. Il faut juste activer le micro. Oui, bonsoir. Bonsoir, Joseph. Joseph, tu appelles d'où? Depuis quel pays comme ça? Togo. Ah, depuis le Togo. Ok, Oui, oui. super. Ok, Oui, on t'écoute alors. C'est quoi ta préoccupation? en fait, c'est un ami qui m'a conseillé le groupe aujourd'hui. Donc, je viens d'intégrer le groupe même bon, et aux environs de 17 heures comme ça. Oui. Oui, en fait, je veux avoir des renseignements sur les frais de scolarité en Belgique, si possible. Et quand est-ce que la procédure va débuter? Bon, c'est vrai que là, tu poses une question où tu peux avoir la réponse facilement sur Internet. Quand tu demandes les frais de scolarité, normalement, sur le site Internet de toutes les écoles en Belgique, ils mettent toujours des frais de scolarité. Donc, normalement, si tu utilises bien Internet, tu vas juste sur Google, frais de scolarité ULB, tu vois, tu auras tout ça. Mais bon, je peux te répondre rapidement. Euh, pour la plupart des pays africains, à l'université en Belgique, il faut payer 835 euros. 835 euros de frais de scolarité. Maintenant, il faut juste convertir en francs CFA. Je ne sais pas combien ça fait, mais ça peut être environ, je sais pas, 400 000 ou 450 000 plus ou moins. Euh, dans les hautes écoles, les frais de scolarité pour les étudiants africains, bref, la plupart des pays, c'est environ 1200 euros, 1300, ça dépend des hautes écoles. Donc, on peut dire plus ou moins 800 000. Je dis que les hautes écoles sont un peu plus chères que les universités en Belgique.
Maintenant, dans les écoles privées, ça c'est autre chose. Donc, dans les écoles privées, les frais de scolarité vont parfois jusqu'à 4 000 euros, 3 500, 2 500, donc c'est plus cher dans les écoles privées. Maintenant, pour la procédure, quand est-ce qu'il faut commencer? Mais moi, je dirais c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer la procédure. Surtout, s'il faut faire l'équivalence. C'est maintenant qu'il faut préparer le dossier. C'est maintenant qu'il faut déjà voir comment faire pour l'acheminer en Belgique. C'est maintenant qu'il faut préparer tous ces documents, donc c'est-à-dire son diplôme de bac, les relevés de notes, tous les justificatifs qui vont avec. Donc, c'est maintenant qu'il faut se préparer pour entamer des démarches. Ok, c'est compris. Ok. Et je suppose que ça répond à ta préoccupation. Oui, je suis satisfait. Ok, je t'en prie alors. Ok, n'hésite pas si tu as une question de revenir. Merci beaucoup. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Bonsoir Alpha. Bonne soirée à tout le monde et excellent début de semaine.